Alors la parole d'abord à André Ciavaldini, docteur en psychologie clinique et psychopathologie, psychanalyste, directeur de recherche associé au laboratoire de psychologie clinique, psychopathologie et psychanalyse à l'université Paris-Descartes, fondateur et premier directeur du programme du CRIAFS Rhône-Alpes. Bonjour, d'abord je voulais remercier la commission d'audition ainsi que la Fédération des CRIAFS de m'avoir invité à réfléchir sur la question qui s'est affichée et qui est une question extrêmement large. Je vais donc partir et réduire cette question pour ma présentation de 10 minutes. Je vais partir donc des constantes que l'on retrouve dans la littérature internationale et qui va servir un peu de fil directeur à la construction de ma présentation. Ces constantes, lorsqu'elles sont mises en place dans la prise en charge des auteurs de violences sexuelles, on s'aperçoit qu'elles développent une potentialité de changement. Elles sont au nombre de 4. D'une part, l'individuation. Vous avez déjà entendu ces points-là et je voulais remercier justement l'intervention de l'expert François Arnaud avec Bruno Gravier, dont je vais développer d'une certaine façon leur position. L'individuation donc des programmes de soins. Deuxièmement, l'adaptation de ces programmes aux compétences et aux besoins de l'auteur de violences sexuelles. Ensuite, une évaluation en continu de ces programmes et de leurs impacts. Et enfin, un élément absolument princeps qu'on retrouve dans toutes les publications, c'est la rencontre de professionnels empathiques, contenants et disponibles. Cela va m'amener à traiter juste ce point, jusqu'où aller dans l'interconnexion des champs judiciaires, sanitaires et social. Dans le jusqu'où aller, j'espère que chacun comprendra qu'il s'agit de parcours et donc d'un déplacement dans un espace qui se doit d'être balisé, faute de quoi, souvent, cela peut représenter pour le probationnaire ou le détenu qui va l'emprunter une forme d'errance. Donc, il est important de partir des réquisites de la clinique pour construire un dispositif d'accompagnement et de soins. En milieu carcéral, vous le savez, la coordination des acteurs des 3 champs, sanitaire, social, judiciaire, est impérativement nécessaire. Lorsque le sujet arrive en milieu libre, il est important que ces liens interpartenariaux puissent se rechercher. Et pour construire des cadres, pour co-construire des cadres d'action. Cependant, pour que ces cadres d'action puissent dépasser la simple articulation de ces cadres, il est question que chaque champ puisse reconnaître que son efficacité est reconnue comme dépendante des 2 autres. Malheureusement, il y a peu de régions en France encore qui se sont dotées d'un dispositif qui place l'auteur de violences sexuelles au cœur de leur prise en charge. Je vais partir de ma base d'expérience, qui est le maillage santé-justice sociale qui a été mis en place par notre service au TGI de Grenoble depuis le milieu des années 1990. Vous le savez comme moi, il y a une continuité nécessaire des soins entre le dedans et le dehors. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas et c'est souvent pas le cas du reste. À la sortie, le sujet détenu qui se trouve alors probationnaire se trouve face à l'éclatement des cadres contenants dont il ne va subsister comme référence que les contraintes externes qui lui sont faites. Il est donc extrêmement important que les partenaires qui vont être en contact avec ce sujet puissent avoir la recherche d'un pluripartenariat qui va constituer pour ces auteurs sortant d'incarcération qui n'ont souvent plus d'environnement familial, plus d'environnement social, plus d'environnement professionnel, etc., et dont le seul environnement, ce sont les professionnels partenaires qui doivent travailler avec lui. Il est donc important que cet environnement dépasse la simple articulation des cadres pour que ces cadres deviennent entre eux intercontenants. Qu'est-ce que c'est que l'intercontenance ? C'est un travail en interinstitution où chaque cadre de référence, justice, santé, sociale, garantit aux 2 autres l'efficience de ses actions. C'est le développement, après 20 ans de la loi de 98, qui justement travaillait cette loi extrêmement novatrice sur ce point, où le champ sanitaire peut avoir accès à des sujets qu'il ne rencontrera jamais, je crois que ça a été rappelé, Sophie Baron-Laforêt en avait dit quelque chose, ne rencontrera jamais, moyennant quoi la justice recouvre la pleine efficience de ses missions. Aucun des 3 donc cadres n'a de prééminence sur les autres et inévitablement pour que se constitue ce champ, ce nouveau champ, cette nouvelle géographie qui dépasse l'articulation des cadres, il faut qu'il y ait l'instauration d'une porosité entre les différentes limites de ces cadres. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'il va y avoir dans cette porosité l'installation de circulation de flux, quad plutôt, de la confidentialité. En milieu fermé, vous le savez comme moi, la confidentialité stricte est nécessaire pour la protection du détenu, même s'il y a des espaces maintenant qui sont garantis par le règlement pour que des échanges interpartenariaux puissent se faire dans toute confidentialité. En milieu ouvert, on va rencontrer un point qui est extrêmement sensible actuellement, c'est le fameux secret professionnel qui a été évoqué tout à l'heure et qui souvent est un frein, parce que sans culture commune, le secret professionnel n'a strictement aucun sens. Ça veut dire qu'un secret partagé, ça n'a pas de sens. À la place de cela, ce que je vous propose, puisque c'est de construire justement une confiance partagée. Alors,
Cette confiance partagée va s'appuyer sur un certain nombre de points, c'est-à-dire mettre en place un système dans le flux justement d'informations qui va se mettre à circuler dans ce nouvel espace intercontenu, un système qui règle qualitativement la quantité du flux d'informations circulant dans le réseau. C'est ça la confiance partagée. C'est-à-dire qu'entre les partenaires s'élabore une connaissance des missions de chacun, jusqu'où ils peuvent aller, jusqu'où ils doivent aller aussi, parce que ça c'est important. Il y a le pouvoir, mais il y a aussi le devoir. Et de construire effectivement un seuil de la formation tolérable pour chacun. Et ça c'est une élaboration nécessaire entre les différents partenaires. Essentiellement, c'est une capacité à penser ensemble, non pas à avoir une pensée commune, mais à penser ensemble autour de ce probationnaire-là, et pas de l'autre probationnaire ou d'un groupe de probationnaires. Pourquoi de ce probationnaire-là? Parce qu'un certain nombre d'informations peuvent être importantes pour un probationnaire et pas pour un autre, selon la qualité de l'organisation psychique, la qualité du passage à l'acte, etc. Il s'agit donc, pour chaque probationnaire, de la création d'une culture commune ponctuelle d'alliance autour de la prise en charge de ce probationnaire-là qui se retrouve au centre de gravité. La confiance partagée, c'est donc un échange interdisciplinaire et interinstitutionnel dans le respect des différences d'identité, des missions de chaque partenaire, avec pour limite le fait que chaque champ a besoin des deux autres pour être pleinement opérationnel. Qu'est-ce qu'un maillage sur un territoire donné? Le maillage, la définition exacte, c'est la discrétisation spatiale d'un lieu continu en un réseau interconnecté. Il est donc important que l'ensemble des professionnels s'interconnectent pour que le flux puisse circuler. C'est la construction donc d'un nouveau territoire thérapeutique concerté entre les trois champs de tutelle, santé, justice, sociale. C'est un environnement adapté donc à l'accompagnement de ce probationnaire-là et aux soins qui doivent ou qui peuvent lui être délivrés. Ça favorise donc la réinsertion. Je vais vous prendre comme exemple le maillage santé-justice tel qu'il est matérialisé sur le TGI de Grenoble. La co-organisation se fait entre CRIAFS et TGI de Grenoble. Avant le CRIAFS, c'était notre service, le Paris, qui organisait ce type de fonctionnement. La matérialisation du maillage se fait à travers, au-delà bien sûr des échanges qui sont interprofessionnels sur le territoire. La matérialisation se fait par 4 réunions par an au TGI de Grenoble et qui réunit les professionnels des trois champs, à savoir les magistrats, principalement les juges de l'application des peines, sur le plan sanitaire, l'ensemble des équipes de soins, USN, intracarcérales, et d'autre part les équipes spécialisées, les PFR, plateformes référentielles, qui s'occupent et qui prennent en charge les auteurs de violences sexuelles, qui sont dédiés par l'ARS, les CMP qui sont intéressés, les SPIP, bien sûr, SPIP, des SPIP et SPIP individuels, mais aussi les médecins coordonnateurs, l'ensemble des médecins coordonnateurs. Oui, je sais, j'ai 3 minutes, mais ça va bientôt terminer, je vous assure, j'ai 3... l'ensemble des médecins coordonnateurs, une grande partie des médecins experts et des médecins et des psychologues. Le but, c'est de faire le point sur le ressort de la prise en charge des AICS, aider à la solution des cas difficiles, nominative ou plus largement sur les questions qui se posent à propos des cas difficiles. C'est un lieu d'information sur l'état de nos disciplines. C'est donc un lieu de formation continue pour chacun des partenaires, mais aussi un lieu de générativité des recherches et donc surtout, et c'est très important, d'auto-évaluation de nos dispositifs. Ainsi, le maillage santé-justice définit un territoire singulier qui ne vaut que pour ce probationnaire-ci, qui devient alors le centre de gravité d'un dispositif qui s'adapte à ses besoins, compétences et permet en retour de s'adapter à lui. Je vous laisse découvrir le petit schéma de cette intercontenance sous les trois champs. Le sujet se trouve intercontenu, mais il se trouve mantelé aussi par ces trois champs, à raison que la qualité de cet environnement soit cohérent, fiable, prédictible, compréhensible, accessible et malléable et respectueux. Juste un petit mot, respectueux, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr que tout le monde respecte les probationnaires ou les patients. Je vais vous donner un tout petit exemple, c'est quand on donne un rendez-vous à 9h30, et on prend le sujet à 9h30 et pas à 9h40. Voilà. Donc la maillage santé-justice développe une potentialité adaptative améliorée chez l'auteur de violences sexuelles. Ce dispositif a une dimension plurimodale. Il module, rend préhensible et adapte la réalité. Il me reste 1 minute, c'est ça. Imposé aux probationnaires lui permettant de construire une unité interne. Il me reste une diapositive. Donc le maillage santé-justice conjoint et opérationnalise les actions des trois champs qui tissent leur capacité existentielle autour du probationnaire comme centre de gravité de l'ensemble, un petit peu comme une corde se trouve maillée autour d'une âme, avec 7 brins qui participent à la désistance. Premièrement, la création d'un métacadre par le cadre judiciaire. Deuxièmement, la bonne connaissance par le partage du flux, partagé du sujet. Troisièmement, la construction de programmes individualisés de soins et d'accompagnement social, avec un lien renforcé, soins d'un côté, SPIP de l'autre, évalué en continu et partagé dans ses impacts. La mise en place d'aides ajustées et individualisées qui conduisent
conduisent au développement d'attitudes prosociales chez le probationnaire, l'aide à la rencontre encadrée de victimes participant d'un développement de l'empathie. Sixièmement, l'accompagnement au quotidien, et ceci est extrêmement important, qui peut passer par la constitution de groupes d'entraide encadrés et supervisés, type cercle de support et de responsabilité. Et enfin, accompagner les accompagnants tout au long de leur prise en charge, les accompagnants eux-mêmes, les thérapeutes, pour que se développent au mieux les qualités empathiques des liens avec le probationnaire. Il me reste 30 secondes et je vais en utiliser que 15. Donc, supervision et analyse régulière des pratiques. Pour conclure, le maillage santé-justice, qui est ce nouveau dispositif, constitue un modèle multipartenarial intégré, mais surtout homogène et cohérent avec notre culture du soin, qui est une culture du soin humaniste. On va dire qu'il va y avoir une évolution de cette culture du soin pour un humanisme pragmatique et qui instaure un parcours restauratif pour les auteurs de violences sexuelles, ce que j'ai nommé le tutoring, ou c'est fini, ou ou tout simplement, d'une part, le soin et d'autre part, la guidance marchent d'un même pas, enfin plutôt d'un pas alterné. Pour aller plus loin, j'ai un regret, et cela depuis longtemps, c'est qu'en réalité, en France, nous n'avons pas encore d'études polyaxiales au niveau national sur le suivi longitudinal protocolisé de sujets sortants, mais je sais que du côté de Saint-Étienne, il y a des réflexions à ce sujet. Je vous remercie. Merci pour ce sprint final. Alors nous allons entendre maintenant Florent Cochet, psychiatre, médecin légiste, médecin qualité et gestion des risques, responsable médical de Herios et référent national justice restaurative à la Fédération française des CRIAFS. Bonjour à tous. La question qui m'était posée était la même que celle posée à André Ciavaldini. J'ai voulu rendre un rapport le plus large possible. Il n'est toutefois pas exhaustif, puisque, par exemple, je n'ai pas du tout parlé de la prise en charge par les avocats, et je sais qu'une avocate est intervenue hier à juste titre. Pour dans 20 ans, peut-être que je pourrais rajouter un chapitre. Donc j'ai voulu le plus large possible, et je vous prie de m'excuser d'avoir rendu le rapport aussi tardivement. Alors, que vous dire à partir de ces différents champs de prise en charge des auteurs de violences sexuelles? Qu'est-ce qu'il y a de neuf de la loi de 98 à actuellement, en passant par la conférence de consensus? En 10 minutes, il va falloir parler de messages clés, donc je ne pourrai pas être exhaustif. Premier point, parler du milieu ouvert. Ça me semble indispensable. Pourquoi? L'injonction de soins dont on fête les 20 ans est une mesure, une peine qui a lieu en milieu ouvert. J'insiste fortement parce que quand le ministère de la Santé ou les ARS organisent, rarement, mais organisent des réunions concernant les personnes sous main de justice, ces réunions se résument aux détenus. Or, le nombre de personnes suivies en milieu ouvert est beaucoup plus important. Je vous ai donné quelques chiffres. C'est plus 2/3 des suivis des SPIP au niveau national en 2016. Et si on prend les auteurs de violences sexuelles en Gironde, ça représente 90% en milieu ouvert. C'est département dépendant. Si dans votre département, vous avez 3 prisons, ça s'équilibre un peu. En tout cas, à Bordeaux, c'est comme ça. Donc je pense que les autorités sanitaires devraient se baser sur ces statistiques qui sont fournies très aimablement par la pénitentiaire quand il va falloir élaborer des schémas régionaux d'organisation des soins. Deuxième point, consultation spécifique en milieu ouvert, point d'interrogation. C'est un débat récurrent qui est un petit peu apparu au cours de ces 2 jours. C'est sûr que les circulaires qui ont créé les centres ressources disaient non, pas de soins spécifiques. On va se baser sur finalement les CMP ou la psychiatrie, la psychologie libérale. Il y avait toutefois la notion de cas complexe qui n'a jamais été vraiment définie. Il y a quand même eu ensuite 2 rapports d'évaluation, des rapports nationaux en 2011 et en 2012 qui ont été cités par-ci par-là. Et eux sont assez clairs, c'est oui, il faut développer des consultations spécifiques. En pratique, quand il existe une offre de soins spécifique, elle est identifiée clairement par la justice et les magistrats sont très contents d'avoir une équipe spécifique vers qui orienter ces personnes, qui gardent quand même le libre choix de leur thérapeute, et elle est très identifiée par les auteurs de violences sexuelles eux-mêmes. Ils témoignent, ils sont contents d'avoir des interlocuteurs qui vont les écouter, qui ne vont pas les rejeter, qui ne vont pas les juger, et qui sont, j'allais dire, aguerris à leur problématique qui est polymorphique. Et donc, ça explique peut-être qu'à Bordeaux, alors la statistique est un peu ancienne, 2011,
J'avais eu le temps de compter à l'époque, on avait 35% d'auteurs de violences sexuelles qui étaient en demande spontanée de soins, donc ni en obligation ni en injonction de soins. Donc je suis bien entendu pour des consultations spécifiques qui toutefois doivent répondre à une sorte de cahier des charges à inventer. Il va falloir que l'offre de soins dans ces consultations soit diversifiée et notamment qu'il y ait un accès au minimum à des prises en charge de groupe et à la possibilité du traitement médicamenteux. Je vous renvoie sur la Haute Autorité de Santé qui a sorti des recommandations en 2009 et 2010. Secret médical et secret partagé. Il y a une loi, effectivement, janvier 2016, qui a créé la notion de secret partagé entre le sanitaire, le médico-social et le social. Et je ne vois pas la mention de la notion de pénitentiaire ou de judiciaire. Donc le secret partagé n'existe pas entre la santé et la pénitentiaire ou le judiciaire. En revanche, il existe des dérogations légales au secret médical. Elles peuvent être générales. C'est le signalement d'un mineur en danger, à ne pas oublier, et majeur vulnérable également. Elles peuvent être spécifiques à l'injonction de soins. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que certaines dérogations spécifiques à l'injonction de soins sont obligatoires. C'est un devoir du soignant de signaler certaines choses au médecin coordonnateur. Paradoxe, ces dérogations parfois obligatoires ne concernent pas du tout l'obligation de soins. Et là, c'est antinomique, c'est schizophrénique, je l'ai mis dans mon rapport. À une situation clinique identique, égale, le soignant va devoir agir différemment. En gros, dans l'obligation, je dois me taire, dans l'injonction, je dois parler. Il y a quelque chose qui, à mon avis, ne va pas. Et dernier point sur ce secret, alors bon, on connaît le secret médical, quid des autres professionnels de santé, hein, est-ce qu'ils ont un code de déontologie? Est-ce qu'il y a un ordre professionnel? Alors c'est vrai maintenant pour les infirmiers, même si c'est décrié. Attention pour les psychologues, mais mon collègue le docteur Cano l'a déjà évoqué hier. Étant donné l'actualité, je n'ai pas pu m'empêcher de parler de castration chimique, mais je pense que le professeur Thibon en parlera plus longuement tout à l'heure. Il y a un débat politique qui est récurrent sur la castration chimique. Alors on ne sait pas bien si les politiques parlent de castration chimique systématique, c'est-à-dire pour tous les auteurs de violences sexuelles, ou alors obligatoire, malgré le refus du patient, donc pour peut-être certains auteurs de violences sexuelles qui en auraient le plus besoin. Ce n'est pas très clair. En tout cas, les réponses sont très claires, elles. Tous les auteurs de violences sexuelles ne relèvent pas du traitement anti-hormonal. Il y a des indications, des autorisations de mise sur le marché qui sont plutôt claires. Et puis, finalement, les politiques voudraient inventer un nouveau métier, à la fois médecin, puisqu'il faut prescrire un médicament, et surtout pas médecin, puisqu'il faudrait passer outre le consentement de l'auteur de violences sexuelles. Donc c'est une impasse. Le mal de ce discours, c'est que ça fait croire à l'opinion publique, dont les victimes, qu'il existerait une solution simple, ce qui n'est pas le cas. En revanche, nous avons, en tant que soignants, une obligation de moyens. Et cette offre de soins, avec une très belle faute d'orthographe, devrait être accessible sur tout le territoire. Bien sûr, on ne va pas prescrire systématiquement, mais par contre, on a une obligation de moyens. Nous devrions informer systématiquement certains auteurs de violences sexuelles. Par exemple, ceux qui sont passés à l'acte sur mineur 3 minutes, ou ceux qui récidivent, etc. Les informer, ça n'est pas les obliger. Coopération CRIAFS et victimologie. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais avant de m'occuper des auteurs, je me suis occupé des victimes au COVA, au CHU de Bordeaux. Pourquoi parler des victimes? Parce que ça n'a pas été évoqué pendant ces 2 jours, mais la loi du 17 juin 1998, il y avait un énorme volet aussi sur les victimes, notamment prise en charge à 100% par la Sécu, des choses comme ça. La victimologie est en plein développement, c'est l'actualité terroriste. Il y a des techniques innovantes qui fonctionnent très bien, qui sont de plus en plus reconnues sur le plan scientifique, comme le MDR. Et donc à Bordeaux, le CRIAFS va se rapprocher d'une unité de victimologie pour développer des choses en commun. Je me dépêche. Voilà quelques exemples de colloques ou de conférences qu'on a organisées ou qu'on va organiser en commun. La société civile, il faut que je vous parle de ça, bien sûr. Alors, on connaît les interventions de la société civile en termes de réinsertion. C'est par exemple les CHRS qui vont accueillir les détenus qui sortent. À noter que pour les auteurs de violences sexuelles,
c'est plus difficile de trouver un hébergement. Surtout si l'auteur de violences sexuelles arrive avec un bracelet électronique. Dans les CHRS, ils sont pas habitués à ce genre de choses. D'où l'intérêt des CRIAS, peut-être pour les rencontrer la structure et travailler ça. Mais je vais vous parler un peu plus des actions de sensibilisation de la société civile et de prévention. Latifa Benari a parlé tout à l'heure, donc j'ai cité l'Ange Bleu. Je veux citer aussi l'association Une Vie qui porte le projet PédoHelp, qui propose un kit de prévention et d'information sur la pédophilie. Vous le trouverez dans mon rapport, mais je vous conseille d'aller sur le site internet. Pardon. Et puis une association qui est dans le sud-ouest, Colosse au pied d'argile, qui propose un pack de prévention, un pack Colosse. C'est très intéressant parce qu'ils vont expliquer aux enfants, faire attention, il me reste 1 minute, mais ils vont également apporter une aide pour les adultes qui encadrent ces enfants. Colosse au pied d'argile, le pack, c'est dans le milieu sportif. Et donc, ils vont rencontrer aussi tous les encadrants, leur expliquer de faire attention, par exemple, à certaines situations qui pourraient être mal interprétées avec les enfants. Donc, on est vraiment dans la prévention. Et alors, l'Église aussi se mobilise pour lutter contre la pédophilie. Et dernière diapo, les mesures de justice restaurative. Donc, je n'aurai absolument pas le temps de les décrire. J'en ai décrit 2 dans mon rapport. Les rencontres auteurs-victimes. Et je sais que dans la salle, il y a des personnes qui ont participé à la première expérimentation. Et les cercles de soutien et de responsabilité. Je dois parler aussi d'un projet. Alors, on n'est plus dans la société civile, c'est un projet des centres ressources. Le réseau Écoute et Orientation. Vous êtes confronté à la problématique pédophile et vous ne savez pas à qui vous adresser. Je pense qu'en France, il faut monter des éléments comme ça. Conclusion. Merci. Il n'y a plus de temps. Bon, je vous laisse lire. En conclusion, mais nous allons poursuivre les échanges avec nos 2 experts et les questions pour commencer de la commission d'audition. Monsieur Delarue. Merci. Je vais risquer une observation qui est qu'on arrive là au cœur des questions dans lesquelles il faut soigneusement distinguer ce qui est prévu théoriquement et ce qui a lieu dans la pratique. Et je crois qu'on pourrait prendre comme exemple le terme de parcours qui a été employé, qui est un mot qui a fait florès à l'égard des populations un peu déshéritées de ce pays depuis 50 ans, parcours des chômeurs, parcours des pauvres, parcours des malades. Et il faut se demander quelle est la réalité des parcours pour ceux qui les vivent, ou du moins à qui on invite de les parcourir. Une question à M. Schiavaldini. Je crois que vous êtes le premier à non pas avoir employé le mot, mais avoir fait figurer dans un schéma le mot social, à côté du mot santé et du mot justice. Je voudrais savoir ce que recouvre ce terme dans votre activité au TGI de Grenoble. Et puis la seconde question à M. Cochet, c'est est-ce que vous avez identifié la particularité éventuelle de ceux qui venaient spontanément vous trouver, 35% des consultations Eros, de ceux qui venaient vous trouver? Est-ce qu'on peut, par exemple, les séparer d'autres gens qui ne seraient pas encore passés à l'acte et qui ne viendraient pas vous consulter? Voilà. Autrement dit, est-ce que c'est un type de population spécifique? Merci. Alors 2 points. La notion de parcours, effectivement, c'est une notion qui est très ancienne, qu'on lit un petit peu partout. Lorsque je parle de parcours d'évolution. Parce qu'effectivement, l'évolution ne se fait pas comme cela du jour au lendemain. Il y a véritablement un parcours progrédient, voire un parcours parfois qui est régrédient lorsqu'il y a des rechutes. Et qu'il faut tenir compte effectivement des compétences du sujet qui, à chaque fois, va se trouver confronté à devoir élaborer avec des tiers ce qui fait soit son évolution, soit ce qui fait son involution. C'est pour ça que je parle en termes de parcours. Et d'autre part, je pense que parcours, ça renvoie à territoire. Et ces sujets se trouvent dans un territoire qui est largement, je l'ai dit, balisé par les partenaires qui vont se trouver être les nouveaux
partenaires. Et dans un parcours, je crois qu'il est important de considérer non pas le sujet probationnaire, non pas le sujet détenu, mais de transformer ce sujet en partenaire du soin ou partenaire de l'accompagnement. Et je crois que c'est ça qui est important et qui est l'une des fonctions extrêmement importantes de la désistance. Le deuxième point, vous me demandiez ce que c'était que le social. Alors quand j'entends social, c'est l'accompagnement. Alors effectivement, les SPIP, maintenant, il n'y a plus d'accompagnants sociaux dans les SPIP, puisque ce n'est pas leur mission. Par contre, la mission des SPIP, c'est d'organiser à l'extérieur un non pas parcours, mais en tous les cas, une articulation entre les différentes associations, les différents partenaires qui ouvrent au droit, partenaires à l'emploi, partenaires au logement, etc. Enfin, tout cela, vous le connaissez. Et donc, quand je parle du social, c'est tout cela. C'est à la fois le SPIP, mais aussi les missions des SPIP, les missions des associations qui travaillent sous mandat judiciaire et qui accompagnent ces sujets au quotidien, qui peuvent aussi développer avec eux, par exemple, des choses extrêmement simples. Quand un sujet sort, enfin, moi, je me souviens de sujets sortant d'incarcération longue et qui étaient au franc et qui se retrouvaient, par exemple, à l'euro. Comment est-ce qu'on fait pour prendre un ticket de bus? C'est-à-dire qu'ils les accompagnent au quotidien. Voilà. Quand je parle de social, c'est ce social-là, bien sûr, qui est matérialisé par le grand représentant, c'est le SPIP avec ses 4 missions fondamentales. Merci. Alors, il y avait 2 autres questions à la commission d'audition. Pardon. Oui. Enfin, donc, la question qui m'était posée, c'est les 35% de patients qui viennent spontanément, sans obligation, sans injonction de soins. Alors, c'est vrai qu'on se dit, tiens, c'est intéressant. La réalité est un peu plus nuancée. Parmi eux, je compte ceux qui étaient en obligation et en injonction de soins et qui ont terminé leur peine et qui ont décidé de poursuivre avec nous. On leur propose quasi systématiquement de poursuivre. On ne peut pas les obliger pour ceux qui ne veulent pas, mais on le propose. Je compte aussi ceux qui sont en contrôle judiciaire, donc avant jugement, et qui n'ont pas eu d'obligation de soins, mais qui font la démarche. C'est bien spontané. Ensuite, il y a ceux qui ne sont pas du tout judiciarisés et qui viennent nous voir. Ça paraît également séduisant, ça peut l'être, ça peut être intéressant. Je veux dire, souvent, ils viennent... C'est difficile de faire un diagnostic de pédophilie. Eux, ils arrivent avec leur diagnostic. Donc, on a déjà gagné beaucoup de temps. Et donc, c'est plutôt positif. Seulement, quand c'est la situation où la personne vient nous voir en disant la famille de la victime a dit « va te soigner, sinon on porte plainte », c'est mal engagé. Et alors, c'est mal engagé. On est prêt à le recevoir, on est prêt à l'aider, on va tout faire, on a une obligation de moyens, mais on va aussi se poser la question d'un signalement au parquet. Parce qu'on ne va pas cautionner un comportement sur un mineur ou un majeur vulnérable éventuellement. Et ça, pour nous, c'est cruel quand même. C'est à la fois cruel parce qu'il vient nous voir et on va, entre guillemets, le dénoncer. C'est pas cruel quand on pense aux victimes. Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions encore. Il y a 2 questions de la commission d'audition, un expert, 2 membres du public. Donc, je vais demander vraiment à chacun d'être assez concis et dans ses questions et dans ses réponses pour ne frustrer personne, puisque je sens la salle bouillir. La commission d'audition. Moi, j'ai 3 questions. J'espère que ça va aller. Mais je vais aller très vite. Clinique du clivage avec les intercontenants, les métacadres. Je pense que c'est un élément important, mais ce modèle, est-ce qu'il marche dans les faits? Parce que là, la question qu'on se pose, c'est jusqu'où on arrive à articuler ce dispositif, ce modèle de prise en charge. L'autre question qui est un peu pragmatique que je vous pose, c'est finalement, les auteurs sont-ils vraiment pris en charge sur le plan psychothérapique? Est-ce qu'il n'y a pas une disparité géographique? Parce qu'en dehors des services où ont été initiées des expériences pilotes, les centres ressources ne prennent pas en charge les auteurs, donc où sont-ils pris en charge? Et puis en fait, peut-être plus pour Florent, moi je travaille sur un effort de réintégrer en fait les disciplines de la traumatologie et de la criminologie parce qu'il n'y a rien ou très peu de choses, il y a très peu de recherches sur le MDR et les autres approches intégratives appliquées aux auteurs. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai l'impression que tu as un sujet là-dessus, ça me semblerait être un élément important à questionner. Merci. Bon, la réponse courte va être compliquée avec ces multiples questions, mais... Bon, alors juste jusqu'où est-ce qu'on arrive à articuler ces différents cadres? Alors, effectivement, c'est très complexe, ça demande du temps. Hein. J'ai repris juste pour répondre extrêmement rapidement. Le maillage santé-justice sur Grenoble a commencé à exister à partir de 1996-97. Ça fait donc maintenant 20 ans qu'il existe. Il a été repris dans son fonctionnement par le CRIAFS. Nous avons effectivement mis
en place une réflexion au tout début entre les différents partenaires. Qu'est-ce qu'on pouvait se dire, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas se dire, avec toutes les questions. Oui, mais nous, dans le champ sanitaire, on ne dit rien du tout. Et puis progressivement, il y a quelque chose qui s'est articulé et on arrive à articuler. Quand on se rencontre bien sûr, on rencontre des juges, des SPIP, ce qu'on veut, mais on rencontre aussi des hommes, des femmes. Et que dans cette rencontre-là, on rencontre des gens qui sont affectés par le métier qu'ils font, qui sont affectés par les rencontres qu'ils ont avec ces auteurs de violences, parfois mis extrêmement à mal. Hein, le juge n'en est pas moins un homme, une femme, et il faut qu'il négocie quand il rentre chez lui ce qu'il a entendu. Il en va de même, Florent Cochet parlait de la police, mais tous ces points-là, lorsqu'on les prend en compte, qu'on les écoute, qu'on les met ensemble, qu'on essaye de fabriquer des flux d'informations, eh bien on s'aperçoit qu'effectivement on peut non seulement articuler, mais on peut dépasser cette articulation pour essayer de penser ensemble. Et je voudrais juste dire une chose. Il a été question de ce très beau logo complexe de l'audition publique aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que ce logo? C'est une lampe. C'est une lampe où il y a une interconnexion de pensée. C'est une lampe qui invite à penser ensemble pour projeter un peu une lumière de pensée face à des actes de violence qui sont quand même la pénombre de l'humain. Voilà, ça c'est pour ma première question. Pour la première question que vous posez. Alors, la prise en charge sur les zones géographiques, eh bien, effectivement, on a sur l'Isère les mêmes difficultés qu'ailleurs. Alors, le CRIAPS fait la recension des sujets qui acceptent, des praticiens qui acceptent de travailler avec ces auteurs. Mais la grande majorité sont effectivement pris en charge. Voilà, juste pour répondre brièvement. Très, très grande majorité. Alors, oui. Alors, très rapidement, sur les consultations, c'est vrai que c'est difficile de trouver des thérapeutes, je pense, un peu partout. Bon, le fait d'avoir eu un budget de soins en milieu ouvert, même s'il est très limité, ça donne un bol d'oxygène. C'est évident que c'est très intéressant. Mais comme on ne peut pas suivre tout le monde, alors je l'ai décrit dans mon rapport, on essaie de faire des prises en charge à différents niveaux. Certaines problématiques peuvent très bien être prises en charge en CMP ou en psychiatrie, psychologie libérale. D'autres, c'est peut-être un peu embêtant. Donc, il y a la prise en charge en psychiatrie classique et aussi un peu une prise en charge un petit peu plus spécialisée au centre ressources, enfin à Herios, pardon. Et pour certains profils, c'est nous qui prenons en charge quand c'est des récidives ou des récidives malgré le soin qui a pu être fait, etc. On prend en charge. Voilà. Après, donc, le fait de prendre en cothérapie et puis d'être centre ressources, donc pouvoir intervenir aussi, même s'il n'y a pas de patient finalement, ça permet de rencontrer les équipes, de faire du lien, de rassurer. On organise des formations aussi au sein des centres ressources qui sont gratuites en général, etc. Donc ça permet d'acculturer les équipes sur le terrain. Mais encore une fois, je pense qu'il faut penser à du soin spécifique aussi. Il y avait une dernière question. Et la dernière question sur la victimo, on peut en parler en dehors. On est vraiment au tout début, mais voilà, on a vraiment envie de développer des projets. C'est pas évident, hein, ça demande une dynamique intellectuelle de passer de l'auteur à la victime. Un exemple, moi, parmi les auteurs qu'on a dans le service, ceux qui ont vécu un psychotrauma alors, durant leur enfance, etc., on va un petit peu à la fois proposer ce soin du psychotrauma en victimologie, avec prudence, en accompagnant, etc. Et puis inversement, il y a des victimes, j'ai déjà eu le cas, qui ont été abusées, une histoire d'inceste 40 ans avant, qui n'en ont jamais parlé, qui ont tenu la route, et à un moment donné, ça s'écroule. Donc elles sont pleines de questions, et on m'a proposé d'en rencontrer. J'explique ce qu'on fait, ce que je vois des auteurs, etc. Et quelque part, manifestement, ça a un impact, ça rassure. Et j'espère arriver un jour aux rencontres auteurs-victimes. Alors la pénitentiaire aussi est sur le coup et je pense qu'on peut travailler en collaboration, il n'y a aucun souci. Il y avait, je crois, une dernière question de la commission d'audition, non? Oui. Y en a... Moi, j'ai une question à M. Cochet. Dans votre rapport, vous évoquez la permanence téléphonique mise en place et parmi les solutions, ou les issues des appels reçus, vous évoquez l'hospitalisation libre en urgence. Je voudrais savoir sur quels éléments cette orientation est décidée. Les indications, alors, comme je l'ai mis aussi dans le rapport, en général, si la personne appelle, c'est des patients qu'on suit déjà. On leur dit, s'il y a un problème, vous appelez. D'accord ? La permanence, c'est aux heures et jours ouvrables. Si vous appelez aujourd'hui, les 2 médecins de Bordeaux sont là. Mais il y a quand même le reste de l'équipe là-bas. Je plaisante et je perds le fil. Oui,
en général, quand un patient appelle en disant « voilà, je commence à penser aux enfants, etc. », on sent que c'est comme ça. Ça s'accompagne assez souvent d'un mouvement dépressif. C'est peut-être pas une vraie dépression, mais c'est... voilà. Donc on va un peu jouer sur ça. Si on ne trouve pas d'autres solutions un peu alternatives, on va proposer à ce qu'il se présente à l'hôpital psychiatrique dont on fait partie. Il y a un service d'urgence. En essayant d'appeler auparavant pour prévenir les collègues, en croisant les doigts pour qu'ils acceptent ce genre de patients. Et j'avoue qu'on ne s'entend pas toujours avec les urgences, hein, c'est des services tendus, etc. On n'a pas à se plaindre. Alors il y a eu peut-être 2-3 cas par an, mais voilà, ça a été plutôt bien géré et je trouve que c'est un plus. On a pu répondre aux patients qui étaient en détresse. Et je crois que voilà, c'est comme ça aussi qu'on fait du lien, qu'on le renforce et qu'on fait de la prévention. Alors, je suis désolée de faire un rappel, un méthodo. La priorité est à la commission d'audition, donc je laisse une ultime question à la commission d'audition qui se désiste. Et donc, il y avait un expert et ensuite 2 personnes du public. Pour la précision concise de l'expert, avant de laisser la parole au public qui n'est vraiment pas intervenu du tout là, sur cette question. Ça va être extrêmement concis. Vous avez parlé de la coordination des dispositifs. Excusez-moi, qui parle? Est-ce que la personne peut se lever? Levez-vous, s'il vous plaît. Merci. Pardon. Frédéric Meunier. Donc, vous avez évoqué la coordination des dispositifs. Est-ce que vous pourriez nous donner des précisions sur la coordination du parcours individuel d'une personne dans le dispositif? C'était plutôt André Savaldini. Je croyais que ça s'adressait à la... Oui, moi je pensais à autre chose. Non. Vous pouvez répéter votre question. Donc, vous avez évoqué la question de la coordination des dispositifs, avec le maillage santé-justice notamment. Quelle est la coordination du parcours d'un individu à travers les dispositifs? De manière concise, vraiment, je suis désolée d'insister. De manière concise. Bon, écoutez, je vais essayer de faire vite et de prendre un train express. Alors, la coordination des dispositifs, c'est-à-dire comment pouvoir travailler effectivement en partageant des informations avec les différents partenaires, les différents accompagnants, notamment le SPIP. Je présume que vous parlez des CPIP. Comment? Mais si, alors, on ne va peut-être pas limiter les ping-pong, je suis désolée, il y a une méthodologie très stricte. Je vous vois, monsieur, mais je vais laisser monsieur Savaldini finir sa réponse et ensuite passer la parole au public. Alors, juste la coordination des dispositifs. Alors, bon, c'est peut-être moi qui comprends mal votre question, peut-être que M. Cochet la comprendra mieux que moi et y répondra mieux que moi. Mais simplement, nous essayons effectivement, il y a les dispositifs de soins, il y a les dispositifs de prise en charge soignants, il y a les dispositifs sanitaires, les dispositifs aussi d'accompagnement sociaux qui permettent à ces différents sujets de pouvoir avoir des parcours qui soient cohérents. Cohérent, ça veut dire simplement une chose. Vous avez des sujets qui nécessitent d'avoir des accès aux droits avant toute chose pour avoir une ouverture à une possibilité de prise en charge sanitaire thérapeutique. Quelqu'un qui est en menace de SDFisation, qui est en très grande difficulté, si vous lui proposez d'abord des soins, ça ne marche pas. Il est nécessaire qu'il y ait une progrédience, effectivement, dans les différents parcours d'accès aux droits, puis de soins, etc. Hein, si c'est ça. Et ce qui permet, effectivement, dans des concertations de maillage, de pouvoir évoquer toutes ces questions et surtout de pouvoir les évoquer quand elles ne fonctionnent pas, hein, et qui mettent donc le sujet en risque éventuel de rechute. Merci, je suis vraiment désolée pour ces frustrations que j'assumerai à la pause. Alors je vais essayer d'aller vite. Ce n'est pas une question que je vais poser, même s'il y en aurait beaucoup, mais on est pris par le temps. C'est un besoin de transmission. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter rapidement avant? Mounia Elbouche, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, juriste de formation et CPIP en milieu ouvert au SPIP du Calvados à Caen. Mon besoin de transmission, en fait, c'est qu'on est le seul SPIP de France qui a un pôle dit de mesures de sûreté. Donc, on est 3 agents SPIP milieu ouvert qui suivons des mesures de sûreté. Donc, je vais très très vite. PSEM, placement de surveillance électronique mobile, surveillance judiciaire, surveillance de sûreté. On en a quelques-unes. Alors, on est une ville où il y en a énormément en France, tout simplement parce que les personnes qui sortent de l'établissement pénitentiaire, centre pénitentiaire de Caen, labellisé AICS, restent sur le territoire. Donc, après l'affaire Évrard, en 2008, il s'est imposé à nous, effectivement, de poser des modalités de prise en charge spécifiques à ce public-là. J'essaie de faire très court, qui sont essentiellement des pédophiles multirécidivistes.
Je prends la parole aujourd'hui pour surtout démystifier, parce qu'on va parvenir sur le partenariat, la nécessité effectivement d'échanger des informations entre nous. Le CEPIP est à l'interface, vous parliez médico, social, judiciaire, et bon, on est à l'interface de tous ces champs-là. Et ça, c'est une réalité de terrain dont je voulais témoigner aujourd'hui ici, et que la coordination, c'est aussi décloisonner, et c'est l'affaire de chacun. C'est l'affaire de chacun, au-delà de l'éventail des tests législatifs, réglementaires qui nous mettent chacun derrière un devoir de réserve, le secret professionnel, le devoir que les médecins doivent effectivement à leurs patients de respecter les données médicales, et nous aussi du parcours pénal. N'empêche qu'à Caen, on y arrive. On a mis en place des réunions trimestrielles avec le CRIAFS, on a des réunions mensuelles avec le médecin coordonnateur, nous sommes en lien direct et régulier avec les JAP. Donc la réalité et les travailleurs sociaux. Donc c'est bien la preuve que c'est une affaire individuelle et non pas seulement d'être dans des postures et d'éviter aussi le syndrome du sauveur. Parce que ce matin j'ai eu l'impression aussi. Je vais devoir interrompre. Je vois tous les doigts. J'essaie de retenir pour le prochain échange avec le public, sauf à ce que vous souhaitiez préciser. Mais vous faites partie. J'ai fait une petite étude sur le territoire français auprès de tous les CRIAFS. Vous faites, en tous les cas, votre territoire fait partie d'un lieu où il y a un système qui met au cœur de la prise en charge justement le probationnaire. Et donc, effectivement, ça vient tout à fait confirmer ce que vous dites. Alors, merci pour ces échanges. Je vais appeler les experts suivants. Merci à vous.